Top. Ça va Françoise? Très bien, merci. Merci Ève. Est-ce que tu peux te présenter à notre public en quelques mots? Qui es-tu, Françoise? Qui suis-je? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas si tu peux me le dire, mais parce que je ne sais pas trop bien moi-même. Donc je m'appelle Françoise Bouillet. Je suis un petit peu plus âgé que je ne l'étais avant, mais je n'ai pas vraiment l'impression de l'être vraiment en fait, au contraire. Ce qui m'intéresse dans la vie en fait, c'est vraiment une chose centrale, c'est l'amour. C'est la seule chose finalement qui m'intéresse. Et l'amour sous toutes ses formes, bien entendu. Et il y en a tellement, et c'est pas que juste être amoureux, mais c'est aussi l'amour des gens, l'amour de soi. Donc l'amitié, etc. L'amitié du genre humain, l'amitié des autres genres aussi. Et donc du coup, ça m'a amené à faire pas mal d'activités autour de l'accompagnement des personnes dans leur vie et en particulier dans le monde du travail. Parce que je viens du monde du travail, j'ai dirigé des grandes entreprises toute ma vie à l'international, un peu partout dans le monde. J'ai monté pas mal de boîtes dans ma vie. La première à Hong Kong dans les années 80 sur du business sustainable. C'était beaucoup trop tôt, mais bon, voilà, c'était très intéressant. Et aujourd'hui, plus dans l'accompagnement des gens. Donc c'est à la fois dans le recrutement, dans la mode et la beauté, le luxe, d'une part, l'accompagnement de dirigeants aussi, une autre activité. Et puis une troisième activité qui est du conseil aux entreprises sur tout ce qui est ce qu'on appelle diversité, équité et inclusion. Donc par exemple, je suis au board mondial de L'Oréal, du groupe L'Oréal, sur ces sujets. On vient d'avoir le board la semaine dernière pour essayer d'aider les entreprises et les organisations à avoir une culture d'entreprise et des actions qui soient plus respectueuses de tous ces sujets. Voilà. Et puis en plus de ça, je fais plein d'autres choses. Je suis par exemple une des personnes référentes pour l'identité de genre chez Amnesty International France, dans la commission qui s'occupe de ça. Je suis aussi la présidente d'un centre d'art et de performance à Paris. Je suis photographe. Je fais une exposition, pour ceux que ça intéresse, du 17 juillet au 11 août au Caveau des Oubliettes. Je suis la présidente du service carrière des anciens et des anciennes de la Harvard Business School, donc je suis diplômé. Voilà. Donc voilà mon activité professionnelle. À part ça, j'ai 3 enfants merveilleux que j'adore. J'ai une vie amicale extrêmement intense, amoureuse, le plus souvent possible, mais ça ne dépend pas que de moi. Voilà, j'aime vivre et je m'émerveille de la vie, quoi qu'il arrive. Et pour terminer, c'est peut-être le sujet d'aujourd'hui, je me définis comme non-binaire. C'est-à-dire que j'ai changé mon identité, donc je suis Madame Françoise Bouillet sur mon passeport. Mais en réalité, je suis non-binaire, c'est-à-dire que je suis sorti de ces 2 petites cases qu'on appelle femme-homme, qui me semblent beaucoup trop restrictives pour moi. J'ai toujours eu beaucoup de liberté dans ma vie et je dois dire que j'ai du mal à rester dans cette camisole de force. Et donc j'en suis sorti, enfin je suis en train d'en sortir parce que je pense que c'est un process qui n'a pas de fin, vu l'ampleur, disons, des conditionnements qu'on subit quand on est petit ou petite, et puis la société autour de nous est tellement puissamment organisée autour de ça que je pense que j'ai la plupart des éléments qui ne sont même pas conscients en moi, et donc j'arrive pas même à les saisir. Mais disons, c'est un process, je suis en chemin. Et donc voilà, je suis non-binaire. Quelle présentation, disons que tellement inspirante, j'adore. Justement, effectivement, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ça va être de parler de la non-binarité, du genre, etc. Ouais. Mais pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit tour de ce qu'est Oui, le genre? volontiers, 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 volontiers. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une notion qui est centrale, évidemment, dans l'organisation de nos sociétés. Historiquement, hein, ça a toujours été comme ça, et puis qui est donc du coup difficile à comprendre. Et voilà, même pour moi, ça fait je sais pas combien, peut-être 20, 25 ans, disons peut-être 20 ans que j'ai compris que c'était un sujet pour moi. Et au bout de 20 ans de travail acharné, de lecture, de rencontres, je dois dire que pour moi aussi, ça reste, il y a plein d'aspects qui restent très mystérieux. Donc essayons de peut-être repartir de la base et de dire c'est quoi une femme, c'est quoi un homme. Je pense que là-dessus, c'est essentiel de s'appuyer sur les définitions qui sont données
par les organisations internationales qui sont le fruit de réflexions, de négociations entre tous les pays, tous les grands experts du monde entier, qui ont passé des années et des années et des années à travailler là-dessus pour arriver à voter ensuite des définitions dans le cadre de ces institutions internationales qui elles-mêmes donc sont tous ces pays qui ont eux-mêmes signé des traités pour respecter, disons, ce que disent ces institutions internationales. Donc on est dans un cadre juridique précis, c'est le droit international. Et donc voilà ce qu'il dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a été la pionnière en la matière à la fin des années 90 et qui dit, en fait, on a d'une part la biologie et d'autre part le genre. Donc la biologie, c'est quoi? La biologie, c'est les chromosomes. Donc on est XX ou XY. Alors il y a des anomalies de chromosomes, mais c'est assez faible. Mais il y en a, il faut savoir qu'il y en a. Il y a des gens qui ne sont pas complètement clairs, qui ont troisième chromosome, etc. Deux, c'est les organes génitaux. Et donc les organes génitaux, ben, soit femelles, soit mâles. Sachant qu'on a aussi des anomalies là, par contre, en nombre plus important. L'OMS dit qu'il y a environ 1,7% de la population mondiale qui est classée dans ce qu'on appelle les intersexes, c'est-à-dire là où les organes génitaux ne sont pas clairs. Donc ça fonctionne à 98,3%, mais il y a quand même 1,7% de la population, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, dans le pays en Europe, ça correspond au pourcentage de personnes roux. Donc bon, donc forcément on connaît autour de soi des gens qui sont intersexes, mais évidemment on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ont entre les jambes et on ne sait pas leur histoire. Et ce sont en général des cas où à la naissance, ben, en fait, les médecins les opèrent tout de suite, ce qui est un sujet d'ailleurs qui est assez grave, sans leur demander leur opinion, mais évidemment ils ont 2-3 jours où les parents sont hébétés, et puis donc il y a cette histoire d'intersexe. Donc les chromosomes, les organes génitaux, et ensuite, enfin, le système hormonal. Donc trois hormones sexuelles, progestérone, estrogène, testostérone. Donc en fait, le niveau d'équilibre entre ces trois hormones fait qu'on est plutôt du côté femelle et du côté mâle. Donc quand tous les trois sont alignés, chromosomes, organes génitaux et système hormonal, on obtient une femelle ou un mâle. Donc ça, c'est la biologie. Et puis ensuite, il y a donc le deuxième aspect qui est le genre, et c'était ça qui avait fait l'objet de ces grandes discussions dans les organisations internationales. Et donc l'OMS a déclaré de façon très claire et très détaillée, et vous pouvez aller sur le site de l'OMS aujourd'hui, c'est toujours la même chose, le genre, c'est une construction socioculturelle. C'est la définition qu'en ont donné tous les experts du monde entier sur lesquels ils se sont mis d'accord. Donc on ne peut pas dire que le genre n'existe pas, ou alors il faut aller refaire sous ces traités, et des gens qui sont dans leur petit coin puis qui disent que ça n'existe pas, ben, qui sont-ils par rapport à l'ensemble de ces gens dans le monde entier qui sont les experts sur le sujet et qui ont défini ça comme ça. Donc je pense que c'est très important de rester bien clair sur ce que dit le droit international. Et ça a été ensuite confirmé à l'ONU, à la Cour européenne des droits de l'homme et aussi de la femme d'ailleurs, je crois. Mais c'est les Human Rights en anglais, c'est mieux. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on est organisé. Et donc maintenant sur le genre, ben, c'est quoi en fait le genre? Pour moi, je pense que la définition la plus simple, la façon la plus simple de le voir, c'est pour moi de voir que c'est des systèmes de valeurs genrés qu'on a classés artificiellement en deux catégories, mais qui ont aussi un sens dans l'histoire, qui ne sont pas arrivés comme ça par hasard et qui correspondent à la culture environnante. Et on voit bien que ça a évolué au cours des âges, ça a évolué dans les différentes géographies. Il y a une personne qui a fait un travail absolument extraordinaire là-dessus, qui s'appelle Olivia Gazellet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le mythe de la virilité, que je vous invite à lire, et qui retrace justement l'histoire du genre à travers les âges jusqu'à nos jours. Et on se rend compte à quel point est-ce que c'est fluide et flexible. Donc ces systèmes de valeurs genrées, en fait, il y en a deux, il y a deux systèmes stéréotypés. Et moi, ce que je vous propose peut-être pour que vous puissiez voir, c'est de vous donner une petite liste de valeurs. Comme ça, vous verrez en fait que y a certaines valeurs qui sont classées dans une catégorie, et que vous, qui appartenez peut-être à l'autre catégorie, vous pouvez peut-être porter, vous, et qui sont importantes pour vous, mais qu'on a classées, encore une fois, artificiellement dans l'autre. Donc si ça te va, je vous donne cette petite liste. Super. Donc c'est elle est un peu longue, donc c'est sur mon téléphone. Donc voilà. Donc je vais commencer par les valeurs stéréotypées féminines.
la douceur, l'accueil, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, l'harmonie, l'élégance, la séduction, la patience, l'attention, l'intuition, la subjectivité, la sensibilité, la psychologie, la retenue, la collaboration, la réciprocité, la participation, l'interdépendance, l'humilité, la capacité d'adaptation, l'endurance, la symbiose, l'indulgence, l'équilibre, la réconciliation, la circonspection, la communication, l'éducation, l'encouragement, le partage, la recherche d'alliances et de consensus, la persévérance, l'intelligence émotionnelle, la sollicitude, la flexibilité, l'expressivité, la capacité de soutien, l'engagement émotionnel, la vulnérabilité, la fragilité, la candeur, l'attention à l'autre, la négociation, le care nourricier, le concave, l'altérité, la souplesse, la sensation, le sentir, la rondeur, la capacité, la captation, la résonance, la fécondité, le mystère, la grâce, le pouvoir initiatique, l'émotionnel, la délicatesse, la contemplation, le corps. Et peut-être juste un dernier point, c'est sur la relation plus profonde, l'osmose avec la nature et le besoin d'être aimé. Maintenant, les valeurs stéréotypées masculines. L'action, la force, le courage, la détermination, l'autodétermination, la combativité, la responsabilité, la raison, le pouvoir, la protection, la volonté, la franchise, la compétition, l'indépendance, l'autonomie, l'autorité, la prévision, le calcul, le contrôle, la maîtrise, la rationalité, l'intelligence logique, l'audace, le dépassement de soi, la réussite, la construction, la structuration, le visionnaire, la générosité collective, la stabilité, la constance, la courtoisie, la résilience, la capacité de décision, l'assertivité, le charisme, l'analyse, la bravoure, la puissance, la concentration, l'exploration, la découverte, la logique, le concept, l'évaluation, l'accumulation, la possession, le doute, le convexe, l'extérieur, la conquête, l'invention, la production, le faire, la domination, l'ambition, la déduction, l'efficacité. Et un peu la même chose que sur la valeur féminine, la domestication de la nature. La domestication de la nature, le besoin d'être admiré. Donc, je rappelle, dans le féminin, c'est l'osmose avec la nature et le besoin d'être aimé. Donc ça, c'est une des normes fondamentales de notre société. Donc j'imagine que quand vous avez entendu cette liste, il y a plein de valeurs qui résonnent en vous et qui sont classées dans les deux endroits. Le souci, en fait, c'est que très souvent, on n'ose pas vivre les valeurs qui sont classées dans l'autre genre, de peur d'être rejeté par son genre, de peur de choquer, alors qu'en fait, on les porte profondément parce que ces valeurs, elles ont été acquises au fur et à mesure de sa vie, dans son éducation, bien sûr, dans les gens qu'on a aimés, son entourage, des gens qui portaient telle valeur, même si c'était quelqu'un du genre opposé, ben, finalement, on trouvait ça tellement formidable qu'on a voulu les faire siennes, et qu'après, ben, tout ça évolue évidemment dans le temps, mais grosso modo, on fait attention à pas être trop dans les valeurs de l'autre genre parce que ça peut être mal vu. Ça peut être mal vu et même dans l'enfance, ce conditionnement, il prend, ces stéréotypes, ils prennent beaucoup racine, on les expérimente dans l'enfance et on voit aussi que toutes les personnes, les caregivers autour de nous vont plus ou moins nous empêcher aussi parfois d'aller explorer ces compétences sociales-là. On le voit avec les petits garçons, tu vois, moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et on pourrait se dire aujourd'hui, bah non, ça va, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Faux, totalement faux. Combien de fois, moi j'ai entendu des adultes autour de mon fils lui dire mais tu pleures pas, t'es un garçon. On en est encore là-dedans, donc ça empêche l'exploration et d'autant plus que le besoin se sentir en sécurité est tellement présent pour les petits, donc ils vont pas forcément à répétition aller se mettre dans des positions où les adultes en fait leur refusent ce comportement-là, quoi. Donc c'est là où c'est super insidieux, c'est que on prend quelque chose, on prend pour naturel quelque chose qui est archi construit, mais qui est tellement construit depuis le jour 1 que pour faire ce pas de côté, c'est déstabilisant et c'est tout à fait incroyable. C'est clair et je ne vois pas comment les choses peuvent changer de façon rapide parce que tu parles des adultes, mais il y a aussi une dynamique inter-enfant. Oui. En fait, quand tu es un petit garçon dans la cour de l'école, en fait, les enfants ou petites filles, pareil, ont peur de se retrouver seuls. Et donc, pour adhérer à un groupe, évidemment, il faut adhérer aux valeurs de ce groupe. Donc, si jamais, par exemple, pour le petit garçon, c'est la bagarre,
Oui. Bon, bah, tu apprends à te bagarrer pour pouvoir faire partie du groupe. Exactement. Tu apprends à jouer au foot pour pouvoir être avec tes Mm. potes mecs, quoi. Ouais. Et quand tu es une petite fille, peut-être tu apprends à discuter Mm. sur les bords de la cour, sur les valeurs que ce groupe-là dit. On a tellement peur d'être éjecté, enfin Ouais. de ne pas faire partie du groupe, qu'évidemment on va adopter Les codes. les codes du groupe. Donc c'est aussi interenfant. Oui. Et ça c'est à l'école, mais après on retrouve ça dans toute la société. Ouais. Partout. Mais bon, voilà, mais c'est des codes. Par exemple, moi, je suis non-binaire, mais je porte des codes féminins. Voilà, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai une robe, j'ai un peu de rouge. Mais quand je suis dans la rue, par exemple, et quand les gens me voient de loin, c'est bonjour madame. Mm. Et, voilà, c'est bonjour madame. Mais quand j'arrive de près et que je me mets à parler, comme j'ai une voix de mec, grosso modo, là, en fait, il voit bien que ça ne peut pas être une voix de meuf, donc du coup, c'est bonjour monsieur. Alors que je suis toujours en robe, j'ai Ouais. toujours mes boucles d'oreilles. Donc on voit bien que les gens s'appuient sur des codes Mm. qui sont très, très, très stricts et très identifiables pour pouvoir dire, bah voilà, tiens, voilà, quelqu'un, c'est une femme ou c'est un homme. Ouais. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que bah, en fait, on peut jouer et on voit bien qu'on joue à ça. On joue avec ses valeurs. Par exemple, il y a un exemple, je trouve, qui est particulièrement parlant, c'est la petite fille qui, en fait, euh, pousse un petit peu son masculin. Elle grimpe aux arbres, elle court, elle est un peu, elle bouge, elle est dans l'action, etc. Et on va l'appeler garçon manqué. Oui. Et ce qui est très étonnant, c'est que bah, garçon manqué, c'est dur. Mm. C'est garçon, bah non, je suis une fille. Donc pourquoi tu m'appelles garçon? Mais en plus, manquer, c'est quand même très insultant et très irrespectueux. Ouais. Mais pour moi, ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire, c'est que les femmes, mes amies femmes qui ont été appelées garçons manqués, elles sont hyper fières d'avoir été appelées garçons manqués, Ouais. en fait, parce que être appelé garçon manqué, ça veut dire qu'on les a autorisées quelque part Oui. à sortir de la norme binaire et de la norme de petite fille. Elles peuvent être aussi garçons. Alors elles sont manquées, bon, c'est pas top, c'est pas maximal, mais elles sont quand même garçons. Et donc du coup, elles ont été très fières d'avoir pris cette liberté, d'avoir pu prendre cette liberté, d'avoir été assez habiles pour pouvoir convaincre les autres que finalement, elles n'étaient pas que des petites filles, elles avaient aussi des comportements de petits garçons. Et cette prise de liberté, elles en sont fières, et je pense que c'est magnifique de voir ça, même si, encore une fois, garçon manqué, c'est pas top. Ouais. Donc ça montre qu'il y a en fait une certaine flexibilité sur certains sujets. Et pour moi, c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à se libérer de ces deux camisoles de force, donc que sont ces deux systèmes très structurés. Voilà. Après, il y a un autre aspect, c'est que, comme tout le monde a pu le constater, on voit qu'on a des valeurs dans le groupe des femmes et puis dans le groupe des hommes, et qu'en fait, personne n'est strictement 100% dans le groupe des femmes ou dans le groupe des hommes. Que la réalité, en fait, quand on se regarde soi, personne n'est binaire, 100% binaire. Personne n'est 100% binaire. Et donc, du coup, tout le monde est quelque part un petit peu, plus ou moins, non-binaire, ce qu'on appelle non-binaire, c'est-à-dire pas strictement dans les codes, dans les stéréotypes. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est une prise de liberté fondamentale sur sa façon d'être. Et c'est une chose qui est magnifique parce que on peut enfin s'autoriser à vivre ce qu'on aime. Si on est une femme et qu'on est dans l'action, vas-y, à fond. En fait, rien ne t'en empêche. C'est peut-être juste tes peurs historiques qui datent peut-être de la cour de l'école ou qui te font croire qu'il faut que tu sois hyper féminine et que tu sois vraiment dans la retenue et tout ça. Alors que toi, c'est pas ton truc, vas-y. Et pareil pour un garçon. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que les garçons peuvent plus pleurer. Les hommes peuvent plus pleurer. Et c'est même valorisé aujourd'hui dans certains milieux où les hommes laissent aller leurs émotions. Vas-y, tu es sensible. C'est une merveille d'être sensible. Vas-y, lâche-toi, tu as de l'empathie. Tu peux écouter les gens et tu peux éventuellement te mettre à la hauteur des gens en égalité. Vas-y, c'est formidable et c'est très très utile partout dans la société. Ouais. Même si tu es un chef d'équipe dans un milieu qui est peut-être un peu macho, en fait, si tu écoutes tes équipes, ça va mieux marcher que si tu les traites à la schlag. Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, tout ça est en train de se fluidifier.
petit à petit, et c'est merveilleux de voir ça. Ah oui, c'est merveilleux, c'est sûr, et c'est ce que, enfin, j'espère, quoi, et c'est sûr qu'on tend vers ça, mais je vois encore tellement, tu vois, de personnes qui justement ne sont pas prêtes en fait à aller vers ça, puisque ça voudrait dire justement en fait prendre un risque qui peut-être ne sont pas prêts à prendre. Et parce que aussi, tu vois, moi j'ai pas mal bossé sur la maternité, sur justement toutes les théories de l'attachement, etc. Et où aujourd'hui, en fait, dans l'éducation violente qu'on a tous et toutes subie d'une certaine manière, soit de la part de nos parents, de la part de la société, etc., on a des systèmes d'attachement qui sont, pour une énorme majorité, insécures. Donc du coup, ça veut dire qu'on va toujours vivre soit dans une peur de l'abandon, dans une peur du rejet, dans une parfois haine de soi-même, etc. Et qu'en plus, du coup, prendre le risque de se voir détaché de ses pères, même si c'est des pères qui sont violents, hein, entre guillemets, parce que justement on s'assumerait soi et qu'on déciderait de sortir de la norme, et ben on est tellement insécure en fait dans nous-mêmes qu'il y a énormément de gens qui ne passeront pas ce cap-là. Et comme toute la société, la culture autour de nous ne fait que valoriser ces deux camisoles de force, ces genres stéréotypés énormément, et qu'on nous dit c'est à ça que ça doit ressembler un mec, c'est à ça que ça doit ressembler une meuf, et si tu arrives à ça pour le mec qui se tape des meufs bonnes, qui a une super grosse voiture, machin truc, tant que je pense la culture autour de nous va véhiculer aussi ces messages-là, ça va être compliqué que les gens se libèrent en fait finalement, quoi, parce que, et je pense qu'on est quand même si c'est une révolution qui est en marche depuis très longtemps, etc., mais les systèmes autour de nous d'oppression sont tels et n'ont aucun intérêt aussi à sortir de leurs privilèges, que c'est compliqué. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de visibiliser justement des récits qui sortent un petit peu de la norme, parce qu'elle est si contraignante en fait, et elle fait tellement de mal, quoi. Ouais. Moi, j'entends ce que tu dis, effectivement, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce que je vois aussi, c'est que ce n'est pas un système qui est noir ou blanc. Ouais. Justement, le système binaire noir ou blanc, en fait, c'est une illusion, comme on l'a vu. On porte chacune d'entre nous des valeurs de l'autre genre, et on le sait, en fait. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas complètement binaire. Donc, je crois que le chemin, c'est de développer petit à petit ces valeurs qui ne sont pas classées dans la catégorie femme ou homme dans lequel on se classe, et puis de les laisser s'épanouir, de les accueillir petit à petit, et de fluidifier un petit peu tout ça, et ça se passe doucement, parce qu'il c'est tout un univers, et il y a un continuum complet, et on n'est pas, soit on est dans la camisole de force, soit on est en dehors. En fait, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus fluide que ça, et chacune porte en fait un mélange qui ne demande qu'à s'épanouir, et qui en fait, les freins à l'épanouissement, c'est effectivement, je pense, la crainte de sortir d'un rôle ou d'un autre. Mais en fait, il y a plein de valeurs parmi toutes celles-là qu'on a citées qui peuvent s'épanouir sans qu'on se fasse éjecter. Voilà. Après, quand on prend un parti plus profond, comme moi par exemple, où moi j'ai besoin de porter sur moi, c'est un besoin d'authenticité en fait. Cette chose-là, c'est une relation à soi. C'est qu'est-ce que je porte comme valeur? Est-ce que vraiment j'accepte toutes ces normes de la société, ou est-ce que j'ai envie de m'en libérer? J'ai envie de m'en libérer, mais surtout je m'aperçois qu'un certain nombre de ces normes, en fait, elles ne sont pas si contraignantes que je le craignais, et donc je peux m'en libérer. Donc je fais mon taf, j'avance, je pousse l'enveloppe, petit à petit je pousse l'enveloppe de plus en plus loin, et puis pour être moi-même en fait. Parce que moi, j'ai besoin d'être moi-même. Pour moi, l'authenticité vis-à-vis de moi-même, c'est fondamental. Me raconter des histoires, je pense que je me raconte certainement encore un paquet, mais un petit peu moins qu'avant, j'ai l'impression. Et surtout, j'ai envie de me raconter le moins possible à moi. Donc moi, je suis dans une démarche d'authenticité, c'est vraiment le mot-clé, je trouve. Mais c'est aussi une authenticité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je ne vais pas raconter aux autres que je suis ce mec qui aime les grosses voitures, qui adore le foot, etc. Non, c'est pas moi, ça n'a jamais été moi. Donc j'ai besoin aussi que les autres, quand ils me rencontrent, puissent me lire, et que je les autorise à me lire. D'où ma présentation comme ça. Parce qu'en fait, c'est un code aussi. C'est pas un code qui est tellement mieux que l'autre code, franchement. C'est des codes. Donc
il faut bien qu'on soit habillé d'une façon ou d'une autre. Et en fait, moi, j'ai besoin d'immédiatement dire qui je suis pour que le regard de l'autre soit différent. Si je suis monsieur et que je mets un costume, etc., bah, tout le monde va penser immédiatement que je suis dans cette catégorie-là, que j'aime les grosses voitures, le foot, etc. Et donc, quand il me voit moi, il voit grosso modo une meuf, puis il voit tout à coup une voix de mec. Il se dit, c'est quoi ce truc-là? Comment ça marche? Il y a un truc qui marche pas comme d'habitude. Et en fait, du coup, ça permet peut-être de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de dire, bah, tiens, je vais découvrir peut-être plus ce qu'est cette personne, je vais être plus sensible aux signaux qu'elle va m'envoyer plutôt qu'à ce que je pense que forcément elle va m'envoyer puisqu'elle fait partie de cette catégorie. Et donc c'est pour ça que moi je me présente comme ça. C'est pour immédiatement dire, bah non, je suis pas le mec que vous pensez que je suis. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, en 2024, je pense que j'ai pas trouvé d'autre solution jusqu'à présent. Mais peut-être qu'à l'avenir, peut-être quand les choses seront déconstruites et fluides, j'aurai absolument pas besoin de faire tout ce truc-là. Voilà, je l'espère. Ouais. Mais voilà. Je voulais aussi, tu sais, qu'on revienne tout à l'heure, on parlait quand on t'expliquait justement sur le genre et sur la biologie, etc. Tout à l'heure, Ouais. tu me parlais aussi d'un troisième, Absolument. de Missing Rings. Oui, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel moi je fais des recherches depuis plusieurs années qui me semblent clés. C'est-à-dire que donc les institutions internationales ont donc la biologie d'un côté et puis le socioculturel de l'autre. Et voilà, il n'y a que deux parties. Ça me semble à l'évidence insuffisant comme façon de représenter ce que c'est qu'une femme ou un homme. Et moi, je travaille sur un troisième pilier, une troisième dimension, ce que j'appelle effectivement le missing link, qui est l'impact de la biologie sur le comportement. Et pour vous donner des exemples, pour vous voyez de quoi on parle. Par exemple, si vous avez un corps qui mesure 1,90 m, vous faites 100 kg, vous avez une masse musculaire importante, donc a priori plutôt un homme, par rapport à quelqu'un qui va faire 1,65 m, qui va peser 52 kg, à côté, donc après plutôt une femme, vous n'allez pas avoir la même vie. Et vous n'allez pas avoir le même impact dans la vie, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses. Par exemple, les hormones ont évidemment un impact considérable sur le comportement. Les femmes le savent évidemment particulièrement bien parce que, enfin, les femelles, parce qu'il y a un cycle et parce que le cycle impacte sur la façon de vivre pour beaucoup de femmes, alors que les hommes, les mâles, ne l'ont pas. Les mâles d'ailleurs ne savent pas non plus que les hormones ont un impact sur eux. Les femmes d'ailleurs ont souvent du mal à comprendre que les hommes aussi ont des hormones qui ont un impact considérable sur les hommes. Par exemple, là, on parle beaucoup de testostérone, évidemment, et la testostérone a un effet radical sur la façon d'être. C'est comme enfin moi je le vis, et disons ce que je lis sur la question, c'est comme une tension permanente, comme un bourdonnement électrique qui est là en permanence. Et puis c'est là en toile de fond. Et puis il suffit que, je ne sais pas quoi, il y ait un truc qui touche cette corde-là pour que tout à coup ça puisse partir dans une chose qui peut être un peu dure, un peu voire agressive dans certains cas. Mais c'est aussi un moteur pour l'action, ça change la libido. Par exemple, des femmes qui ont peu de désir sexuel peuvent prendre de la testostérone pour booster leur libido, etc. Donc on voit bien que la biologie a un impact sur la façon de vivre. Et donc moi, voilà, ce que je propose de dire, c'est que il y a trois dimensions. Donc il y a la biologie, il y a le socioculturel, et puis il y a l'impact de la biologie sur le socioculturel, sur le comportement. Et à ce moment-là, ça change pas mal de choses. Et, parce que on a tous et toutes des biologies qui varient, mais il y a quand même des grandes catégories. Et par exemple, en ce qui concerne la transidentité, transidentité, c'est une histoire donc, de genre.
c'est pas une histoire de biologie, bien entendu. Même si on peut avoir un travail sur la biologie, que ce soit en modifiant son système hormonal, en prenant des traitements hormonaux, ou que ce soit avec la chirurgie, en modifiant un petit peu le corps, sachant que, juste un petit aparté sur ce sujet, dans les personnes trans, donc male to female, homme, je ne sais pas si on peut dire comme ça, à femme, MTF, en fait, il y a les gens qui font des opérations du bas, opérations de changement de sexe, occupent entre 95 et 100% de l'espace médiatique, alors qu'en fait, les chiffres qu'on a, c'est plutôt entre 1, 2 et 3%. Voilà, donc il y a une fascination un peu morbide autour de l'opération de changement de sexe, qui fait que les gens sont obsédés par ça. Mais voilà, donc il y a des gens qui le font. Dans l'inverse, disons, de femmes vers hommes, il y a extrêmement peu d'opérations du bas. Il y a en revanche beaucoup d'opérations du haut où on enlève les seins, des torsoplasties, des choses comme ça. Donc on peut aussi agir sur le corps, mais on agit superficiellement, en fait, sur le corps. En revanche, sur le système hormonal, là, on peut agir de façon vraiment complète et on peut avoir un homme d'origine qui a en fait un système hormonal de femme de son âge et réciproquement. Donc on a ce genre de changement. Mais pour revenir au point précédent, on a malheureusement des caractéristiques physiques et des caractéristiques historiques qui restent. C'est-à-dire que quand on a vécu toute son enfance comme une petite fille, on a vécu une expérience de petite fille et on peut pas, c'est différent de celle d'un petit garçon. Donc même si après on est un homme trans, et réciproquement, si après on est une femme trans, on a vécu comme un petit garçon toute sa vie, donc on n'a pas eu la même expérience de vie en fait. On n'a pas forcément la même taille, on n'a pas forcément, par exemple pour un homme trans, disons le passing va mieux, pour une femme trans c'est plus compliqué, mais cette femme trans, même si jamais elle arrive à avoir un bon passing, et heureusement il y en a plein qui en ont un, elles n'ont pas des variations hormonales, même si elles ont un système hormonal qui est stabilisé comme une femme de leur âge, il n'y a pas de variation. Ils n'ont pas leurs règles, etc. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Même si, pour moi, la chose essentielle reste le choix social, culturel du rôle que la personne souhaite faire. Donc si jamais c'est une femme trans, c'est une femme, et puis c'est tout. Mais elle n'a pas eu tout à fait la même expérience que quelqu'un qui n'est pas comme ça. Et moi, j'irais plus loin, c'est que cette ouverture que cette femme trans a pu avoir, c'est une richesse. Et c'est une ouverture sur le monde. Et donc, je pense que cette richesse, elle doit être reconnue. Mais je pense qu'aussi, cette différence, donc, les quelques différences qu'il y a avec des femmes qui ne sont pas trans, a besoin aussi d'être reconnue. Ouais. Ouais, moi je considère que c'est de la richesse aussi, ouais, t'as raison. Non, c'est clair. Et justement, toi, concernant. Tu nous as dit tout à l'heure que ça faisait un peu plus de 20 ans maintenant que tu te questionnais là-dessus, et à la fois dans toi, ton identité, ta vie, etc. Mais j'imagine aussi que tu as un point de vue assez précis sur ces questions-là, de la manière dont ils émergent dans la société. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, justement, de l'évolution de ce sujet névralgique dans ta vie, mais qui prend aussi plus de place maintenant dans l'espace, dans l'espace public, etc., même si c'est encore pas assez, mais est-ce que tu peux nous expliquer, toi, justement, l'évolution que tu vois? Ok, moi, ce que je vois de mon petit bout de lorgnette, c'est l'arrivée massive, la révolution de la non-binarité. Aujourd'hui, c'est pas un phénomène que français, hein, c'est mondial. Ipsos a fait une étude d'ailleurs sur 27 pays qui montre ça très clairement. Et en France, par exemple, il se trouve qu'en mars 2019, j'ai participé de très près à un numéro spécial du Nouvel Obs sur le genre, et qu'on a intitulé La révolution du genre, et qu'on a orienté volontairement vers
le genre, le socioculturel, et pas sur le sensationnel, les opérations, le changement de sexe, etc. Et à cette occasion-là, on a fait un sondage dans la population française, sondage YouGov, sur 4000 personnes, où on posait la question, est-ce que vous sentez plutôt femme, est-ce que vous sentez plutôt homme, ou est-ce que vous sentez ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, autre chose. Et on avait deux groupes d'âge. Donc sur les plus de 44 ans, il y avait 4% qui ont dit ni l'un ni l'autre, non-binaire. Sur les 18-44 ans, on a eu 14% qui disaient ni l'un ni l'autre. C'était le premier sondage en France là-dessus. Il y en a eu 2 ou 3 autres à la suite de ça, sur les mêmes questions, et qui ont été concentrés sur la population des 18-30 ans. Et donc dans un des 2 sondages, s'il y en a un qui est Ipsos et l'autre, je crois, c'est M6, je crois. Et il y en a un qui donne 22% de ni l'un ni l'autre, donc parmi les 18-30 ans, et puis l'autre, il donne 35 ou 36% de ni l'un ni l'autre. Mais même si on prend les 22% de non-binaires, donc sur les 18-30 ans, c'est colossal. Et c'est d'ailleurs assez cohérent avec le premier qui donne 14% entre 18 et 44 ans. Donc là, on est à 22% entre 18 et 30 ans. Donc c'est colossal. C'est un quart de la population. Et moi, je vais ajouter sur ce point, il y a un quart de la population qui se sent pas non-binaire, mais il y a aussi tous leurs alliés. En fait, tous les gens qui ne se considèrent pas comme non-binaires, mais qui trouvent que leurs amis non-binaires ont besoin de la respecter, qui trouvent que c'est super que ce soit comme ça, et qui les défendent. Et là, je pense qu'on peut encore ajouter un quart. Donc, ce qui veut dire que globalement, dans notre pays, et c'est un truc sur l'ensemble de la France, c'est pas que dans les quartiers où soi-disant les gens sont plus éveillés. En France, on a près de la moitié de cette tranche d'âge qui en fait est favorable, soit elle est concernée, soit elle est favorable à ces choses-là. Donc c'est vraiment une véritable révolution. Alors on n'a pas de statistiques pour les gens en dessous de 18 ans parce que c'est pas légal en France, c'est illégal de faire des sondages sur les mineurs. Donc on n'en a pas. Maintenant, moi je travaille pas mal avec des écoles et puis j'ai pas mal de gens très jeunes autour de moi et il me semble assez clair que c'est au moins ça la même chose dans les, disons, 10-18 ans. Donc ça, c'est vraiment une révolution complète. Et ce qui est très frappant, je trouve, c'est de voir à quel point est-ce que les gens qui ont plus de 30 ans ne sont pas au courant de ça. Ouais, Et ne voient pas ça. Et moi, ce que me disent les gens non-binaires jeunes, c'est qu'ils me disent, ben, certains ont essayé de parler à leurs parents de ça, et en général, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'en fait, les parents l'ont très mal pris, ils ne comprennent pas. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête, mais c'était prof ou c'était copain, ça ne va pas du tout, etc. Bref, ils se font jeter, mais de façon assez violente. Et donc, bah, du coup, ils n'en parlent plus. Et puis, ils disent à leurs amis, ben voilà, moi, j'ai essayé de parler à mes parents hier, ça s'est très mal passé. Et ben, les amis qui n'ont pas encore parlé, ça ne leur donne pas envie de parler à leurs parents. Donc, du coup, il y a une espèce d'omerta, protection, disons, de cette génération vis-à-vis des générations plus âgées qui ne comprennent pas ou pour qui ça met tellement de choses en question que c'est compliqué. Moi, je suis par exemple pas mal de gens qui sont dans des situations comme ça, des non-binaires, des trans en cours de transition, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand quelqu'un mineur, par exemple, annonce à ses parents qu'il ou elle est trans, bah, c'est un choc évidemment pour les parents, c'est vraiment très difficile. Surtout que les parents se demandent si c'est vraiment juste, si ce n'est pas juste un problème comme veut le faire croire une certaine partie, disons, des politiques ou des groupements formés, une mode, une chose qui a été imposée par un lobby LGBT, etc. C'est difficile, mais quelque part il y a des référents parce qu'on en parle depuis un certain nombre d'années dans la presse. Quand la même personne va dire à ses parents qu'en fait il ou elle est non-binaire, alors là c'est beaucoup plus dramatique. Les parents sont beaucoup plus dans l'incompréhension, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc les parents ont encore plus peur de ça. On en est là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est cette révolution de l'arrivée des non-binaires, qui n'est pas d'ailleurs un mot top, hein, ça commence par une négation, non. Moi, je préfère, enfin, je n'ai pas de truc en français, mais en anglais, c'est plutôt gender free, tu vois, mais en fait, on n'est jamais complètement libéré du genre, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, je sais pas. Ou gender fluid.
parfois aussi. Alors, gender fluid, c'est autre chose. C'est pas pareil. Gender fluid, c'est des gens dont le genre peut fluctuer au cours du temps. Ok, Donc, ouais, il peut ouais. fluctuer dans la même journée Ok. ou tout à coup, ça peut se passer sur plusieurs mois. Donc c'est Donc, gender free. gender fluid, Ok, d'accord. c'est un genre qui est la perception que la personne a de son propre genre est fluide et peut évoluer. Ok. Et pour moi, l'expression, ce serait en cours de libération du genre, Ouais. parce qu'on n'a jamais terminé. Ouais. C'est un petit peu long comme expression. long. Mais voilà. Un petit peu, ouais. Donc, mais en tout cas, pour les non-binaires, moi, ce que je trouve formidable, c'est que ça veut dire toute cette génération, grâce, je pense, à tout un travail qui a été fait en amont par des tas de gens qui ont fait un boulot formidable pour fluidifier un petit peu la société, même s'il y a des backlash, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui avaient fait un travail efficace pour faire bouger la société. Ben, grâce à ça, ces personnes plus jeunes, en fait, ont eu moins peur de prendre la liberté, justement, de vivre ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas classées dans leur genre. Et du coup, aujourd'hui, ben, voilà, c'est plus épanoui, c'est plus riche, c'est plus libre. Ils sont hyper cultivés sur le sujet, ils connaissent tout par cœur, c'est un truc de dingue. C'est leur sujet, c'est le sujet de leur génération. Et c'est libre, c'est plus libre. Là, ils comprennent même que leurs parents sont coincés dans ce truc-là. Ils le comprennent. Et je pense qu'ils en souffrent. Ils le respectent aussi parce que bon, bah, voilà, ils ne vont pas rentrer dans leurs parents, les défoncer pour leur dire vous êtes bloqués dans votre vieille truc. Ils voient bien que c'est compliqué, que c'est difficile. Eux, ils ont la chance d'en être plus ou moins sortis. Donc c'est génial pour eux. Et ce serait vraiment beaucoup mieux si leurs parents et puis tous les gens plus âgés pouvaient les accueillir, mais ils ne peuvent pas. Ils ont déjà acquis cette liberté, cet épanouissement, et c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que du coup, ça va faire des ruptures peut-être familiales, etc. Mais comme cette génération, elle est quand même, comme tu disais, beaucoup plus éduquée sur ce sujet, que c'est vraiment, ils vont trouver aussi des pères quoi, autour d'eux qui vont pouvoir les aider. Parce que c'est ça aussi qui est chouette avec les réseaux sociaux et même toute cette éducation qui est véhiculée aussi sur ça. Donc c'est des bulles, mais c'est aussi cool de savoir que si tu es en rupture avec tes parents, au moins tu vas pouvoir avoir ton cercle autour de toi qui sait de quoi tu parles et que c'est pas une personne marginalisée qui s'est rendue compte de ça, mais que c'est un mouvement de masse chez les jeunes. C'est quand même assez rassurant pour eux, quoi. Et puis il y a le sujet de fond là-dedans, c'est que à l'évidence, le fait de se libérer d'une contrainte, c'est épanouissant. De n'importe quelle contrainte d'ailleurs. Il se trouve que là, la contrainte, c'est la norme de genre. Donc le fait de se libérer de cette forme de prison, de normes, de contraintes, ça permet de s'épanouir beaucoup plus dans la vie, d'être beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus juste, d'être beaucoup plus ouvert, etc. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens jeunes qui ont cet épanouissement, cette sérénité plus profonde, etc. Et je crois beaucoup que c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est qu'en voyant le niveau d'ouverture plus grand, de sérénité plus grande, de richesse plus grande de cette génération-là, les gens vont être attirés, et les gens vont les accueillir, et les gens vont, je l'espère, vont pouvoir aller eux aussi, même si jamais ils sont plus âgés, s'autoriser à être un petit peu plus fluide, de voir qu'en fait ça fait du bien. C'est aussi un stéréotype qui est collé sur la communauté trans et non-binaire, c'est que ce sont des gens qui souffrent. Et à tel point que c'est même utilisé, par exemple, dans le projet de loi LR au Sénat, qui a été voté donc, il y a 15 jours. Tout l'argument du dossier qui a été préparé, qui est un document à charge, qui n'a pas du tout été fait dans les règles, qui a été coordonné par des gens qui sont connus pour être des positions hyper anti-trans, etc. On dit que les mineurs, en fait, sont avec des taux de suicide très importants, sont avec des pourcentages d'échecs scolaires très importants, sont en cas de dépression très importants, blablabla. On liste toutes les difficultés que peuvent avoir ces mineurs trans et non-binaires. Et on explique qu'en fait, puisque ces gens-là sont comme ça, ils n'ont pas le libre arbitre pour pouvoir décider de choses importantes dans leur vie, et que donc du coup, il faut leur retirer ce droit. Alors que, si ces gens sont comme ça, c'est parce qu'ils sont rejetés. C'est pas parce qu'ils sont libérés du genre, ça c'est euphorisant de se libérer. C'est parce qu'ils sont rejetés de façon tellement radicale que du coup, ça les met dans des dépressions, ça les marginalise dans la société, etc.
Et juste au passage, toute cette idéologie qui est, enfin cette manipulation politique qui est de dire, ben voilà, les trans en fait mineurs, il faut interdire toutes les opérations irréversibles, etc. Tout ce qui est irréversible. Bah, c'est assez étrange qu'on propose ça, puisque c'est déjà le cas, en fait. En dehors des torsoplacies à partir de 16 ans, il n'y a aucune opération chirurgicale qui soit possible en France, et pas seulement en France d'ailleurs. Il y a certains pays dans le monde où c'est un peu différent, mais en France, c'est complètement interdit. Donc de dire qu'il faut les interdire, c'est pour faire peur aux gens, Ouais. parce que ça n'existe pas. Il y a un autre truc aussi sur les bloqueurs de puberté. Les bloqueurs de puberté sont utilisés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il se trouve qu'on en donne aux personnes en questionnement de genre, mais on en donne aussi aux gens qui ont par exemple des pubertés précoces. Et aujourd'hui, on a un nombre de cas de puberté précoce qui en fait, c'est de plus en plus précoce. Et on a des gens qui ont des pubertés qui démarrent à 4, 5, 6, 7 ans. Et on leur donne des bloqueurs de puberté. Donc pourquoi faudrait-il interdire les bloqueurs de puberté qui sont des médicaments qui sont donc ultra connus, qui sont complètement réversibles? Pourquoi faudrait-il les interdire pour les personnes qui se disent en questionnement de genre et les autoriser pour des gens qui ont des pubertés trop précoces ou qui ont, je ne sais pas, des équilibres hormonaux qui ne sont pas tout à fait favorables. Par exemple, je ne sais pas, si une jeune fille développe par exemple trop de poitrine, on va l'aider à en développer moins en réduisant en fait ses estrogènes et ses progestérones pour pas que ce soit trop imposant. Et qui est un quoi? C'est un truc esthétique, c'est un truc pratique. Donc pourquoi l'autoriser pour cette jeune fille et pourquoi l'interdire à la personne qui est en questionnement de genre? Donc c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est complètement idéologisé, manipulé pour des intentions politiques qui sont claires. Ce qui est embêtant, c'est que ça marche parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne derrière. On n'écoute pas la communauté médicale et scientifique. Il y a plein de sociétés savantes qui travaillent sur tous ces sujets. On a en France, par exemple, je ne sais pas si ça peut rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, mais par exemple, moi j'ai été la personne qui est initiée puis coordonnée tout le projet d'une association en France qui regroupe les médecins qui soignent les personnes trans et non-binaires, qui s'appelle Trans Santé France, et dont j'ai mené ce projet pendant 1 an pour essayer de faire des recommandations auprès du ministère de la Santé en France pour modifier le protocole historique qui date de 2009 et qui est complètement obsolète aujourd'hui en France. Donc j'ai rassemblé toutes les idées de tous les médecins et de toutes les personnes concernées, des assos aussi, et on a fait une liste de 11 propositions au ministère de la Santé, c'était Olivier Véran à l'époque, et voilà, et ça a bien fonctionné puisque alors on n'était pas les seuls à demander à ce que ces choses bougent, mais disons, on l'a montré de façon structurée et venant des médecins. Et donc, le ministre de l'époque donc, a demandé à la HAS, qui est la haute autorité de la santé, qui en fait a la main mise, qui définit les protocoles de santé en France, de revoir le protocole de santé, de soins pour les personnes trans et les personnes non binaires. Donc cette haute autorité travaille sur le sujet depuis, ça fait maintenant 3 ans et demi, donc ils sont très en retard, mais ils vont donner leurs conclusions normalement d'ici la fin de l'année. Donc on a en fait l'ensemble du corps médical français, plus l'autorité la plus compétente en la matière en ce moment, c'est donc la haute autorité de la santé, qui travaille sur ces nouveaux protocoles. Et en parallèle, on a des politiques, donc de droite, qui en fait font fi de tout ça et nous proposent en fait des protocoles de soins sur lesquels ils ne connaissent rien, qui sont complètement manipulés. Ils n'écoutent pas les sociétés savantes de médecins, ils n'écoutent pas les milieux médicaux. Donc on marche sur la tête. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait les gens l'écoutent et qu'au Sénat, c'est passé. Le projet de loi a été voté. Alors il va aller à l'Assemblée nationale, mais pour l'instant, il a été voté au Sénat. Donc ça montre à quel point est-ce qu'on est sur des univers qui sont très mouvants et qui sont aussi manipulés. Et comment toi tu gères en tant que personne qui s'investit énormément et militante sur ces sujets, personne concernée, etc. Comment tu gères cette frustration, toi, de voir que tu mènes des recherches avec des médecins pendant 1 an pour essayer d'arriver à des conclusions pertinentes et que
en face de toi. Il y a des instituts, enfin, il y a des partis politiques, des médias, etc., qui vont dire des aberrations totales. Comment tu gères cette frustration ou cette colère, Alors, c'est pas de la colère, en fait. Je pense que j'accepte la complexité des choses. C'est ultra complexe. Et l'une des grandes complexités, c'est la façon dont on est organisé, notre société. Notre société est organisée autour d'institutions, autour de systèmes, de modes de décision. C'est très compliqué, ça marche de façon imparfaite. Mais comme quelqu'un de très connu l'a dit, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc on vit dans un système qui est le meilleur, je crois, mais qui est très compliqué et avec lequel il faut travailler. On a des millions de gens qui, depuis que le monde est monde, qui essaient d'organiser la vie en commun des êtres humains. C'est compliqué, c'est difficile, on a du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie même pour ça. J'étais très frappé par l'anniversaire du débarquement en Normandie et de voir tous ces gens qui donnaient leur vie en fait pour défendre la démocratie. Ah ouais. En fait, ce jour-là, il y a des dizaines de milliers de gens qui ont donné leur vie pour sauver notre démocratie. Et je pense que voilà, c'est très important de se rappeler ça. Et aujourd'hui, on est en démocratie. Notre démocratie est imparfaite. On le voit bien tous les jours. On l'a vu encore hier lors des élections. Mais c'est le meilleur système. Donc on a besoin de travailler avec ça. Et c'est Sénèque, le Romain, qui était le grand philosophe à l'époque de Néron à Rome, qui disait, en fait, si on veut faire bouger une société, il n'y a pas 36 méthodes, en fait. Si on essaie de l'attaquer de l'extérieur en hurlant, en lui tapant dessus, en lui envoyant des cailloux, etc., en fait, cette société, elle ne va même pas écouter ce qu'on a à dire, elle va juste se refermer toutes ses portes, elle va mettre ses armures dans tous les sens pour se protéger des cailloux. Et puis après, on va être catégorisé, elle va catégoriser ces gens qui lancent des cailloux en lanceurs de cailloux. Donc s'ils reviennent la prochaine fois, de toute façon, les murs seront fermés. Donc Sénèque dit, en fait, il n'y a qu'une seule façon de modifier la société, c'est de rentrer à l'intérieur du système, de faire l'effort de rentrer à l'intérieur du système, malgré les imperfections du système. Et une fois qu'on est à l'intérieur, de voir qu'est-ce qui s'y passe, de connecter avec les gens qui sont à l'intérieur du système, de définir des projets en commun, de porter les projets en commun et de les porter à l'intérieur du système et de les faire adouber par le système. Et là, à ce moment-là, on a quelque chose. Donc évidemment, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus de travail. Mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et franchement, je préfère moins ça, cette complexité, cette difficulté, cette frustration. Et moi, je préfère donc ce système comme ça, imparfait, à un système où il n'y a plus rien et où c'est la loi du plus fort et où c'est quoi? C'est la personne qui a le pistolet le plus puissant qui va faire la loi dans la rue. C'est quoi l'alternative? Donc oui, pour répondre à ta question, pardon, c'est un peu long, mais oui, bien sûr, il y a des frustrations quand ça ne marche pas, quand ça met trop de temps, quand les gens ne souhaitent pas comprendre, parce qu'ils ont des intérêts par ailleurs qui font qu'ils ont intérêt à ne pas comprendre. Bien sûr, mais je ne vois pas d'autre voie, je ne connais pas d'autre voie. Donc du coup, je suis sur le chemin et je suis content de faire avancer. Et puis ce qui est surtout très impressionnant, c'est que ça marche. Ça marche. Moi, par exemple, sur un sujet complètement différent, je suis la personne qui a amené en France, dans le milieu, dans l'espace public, la notion de bien-être au travail. Donc, j'ai représenté les entreprises dans la première commission gouvernementale. C'était sous le gouvernement Sarkozy, avec Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail. Et donc, il y a eu un certain nombre de suicides dans les technocentres de Peugeot et de Citroën. Et donc, le gouvernement a voulu faire une commission pour essayer de régler le problème. Et donc, cette commission, j'étais la seule personne représentant les entreprises, on était une trentaine, et l'idée, c'était de réduire les suicides dans les entreprises. Bon, ça commençait bien. J'ai souhaité en fait modifier le thème pour l'appeler « Amélioration du bien-être au travail ». Pourquoi? C'est parce que les suicides, il y en a, malheureusement, évidemment, c'est catastrophique à chaque fois, mais il y en a assez peu, en fait. Et puis après, c'est pas parce qu'on n'a pas plus de statistiques sur le nombre de gens qui se suicident sur leur lieu de travail, on n'a pas.
Et puis, ce n'est pas parce que la personne se suicide ailleurs que sur son lieu de travail que ce n'est pas lié au travail. Et réciproquement, elle peut aussi se suicider sur son lieu de travail et qu'en fait ce soit, en général, c'est un millefeuille de plein de choses. Bref, donc moi j'ai proposé de modifier ça et tout le monde était contre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, que ce soit le gouvernement, les syndicats, les services psychiatriques de l'État, les organisations d'entreprise aussi d'ailleurs, donc je me suis retrouvé toute seule. Mais, et j'ai pu quand même l'amener parce que il se trouve qu'au Canada, qui est un pays qui est assez avancé sur pas mal de choses au niveau social et sociétal, les Canadiens avaient fait toute une batterie d'études pour montrer qu'en fait, quand les gens sont bien dans leur boulot, bah, ils sont plus efficaces dans leur boulot. Il faut le faire quand même. Enfin, c'est pas mal d'avoir besoin d'avoir des études comme ça pour le sentir. Ils en ont fait tellement et c'était tellement clair que moi je suis avec toutes ces études et j'ai dit ben non, c'est très sérieux. Donc si on veut que les gens soient à la fois plus heureux dans leur travail et plus efficaces, en fait c'est la même chose. Donc tout le monde a intérêt à ce que ça se passe. Et donc du coup j'ai réussi à convaincre les uns les autres grâce à ça. Et donc après la presse a pris le relais et puis après s'est emparé de tout ça et puis c'est devenu un sujet qui est aujourd'hui une évidence pour tout le monde. Donc, mais à l'époque, c'était totalement impossible. J'étais totalement isolé. Donc, ce qui montre, et pour moi, c'est ma plus grande fierté dans ma vie d'avoir réussi à favoriser l'arrivée de cette chose-là. Mais c'est possible. Et donc, forte de ça, moi, j'ai eu la chance inouïe de voir qu'un truc incroyable qui fonctionne, qu'on peut amener, on peut faire bouger cette société. Et sur des sujets qui sont compliqués. Le bien-être au travail, mais qui avant, moi, on me traitait de bisounours, de naïve, on se moquait de moi. Et aujourd'hui, ben non, on s'aperçoit que, et on a toutes les études du monde qui montrent qu'effectivement ça marche. Donc on peut faire bouger les choses. Et toutes les entreprises font cette transition, elles n'ont plus que ce mot-là à la bouche aussi. Voilà, mais pas que les entreprises, les associations, je sais pas quoi, les ministères, enfin toutes les organisations humaines, toutes les équipes, toute forme d'équipe, aujourd'hui a un petit peu à l'esprit que c'est bien que les membres de l'équipe soient, qu'on fasse quelque chose pour que les membres de l'équipe se sentent bien, parce que c'est une condition sine qua non pour qu'ils soient efficaces. Donc ça marche. C'est difficile, ce chemin, encore une fois, pardon de cette longue réponse, mais c'est tellement clé, ce mécanisme, et c'est tellement difficile de rentrer dedans, et c'est tellement facile de se décourager. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir eu ce truc-là qui a marché, et donc moi j'ai le plein d'énergie pour plusieurs vies. Non, tu m'étonnes. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on ajoute un petit peu une dimension peut-être un peu plus personnelle. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, toi, tu as pris cette image un petit peu de... déjà, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, tu me parlais d'euphorie de genre. J'ai trouvé ça trop mignon comme terme. Et ensuite, tu me disais tout à l'heure, tu sais, c'est comme si on avait des lunettes et qu'on les enlève. Si tu devais parler à quelqu'un, toi, qui est en questionnement, qui arrive un petit peu à ce moment-là de sa vie où peut-être il y a il y a quelque chose qui se libère, mais qu'on a peut-être un peu peur, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes pour les orienter, les guider tu vois? En parallèle de ça, moi j'apprends un nouveau métier en fait, qui est un métier d'accompagnement des personnes. Et c'est une nouvelle méthode qui, à mon sens, est révolutionnaire au sens propre, qui s'appelle l'accompagnement maïeutique intégratif, qui a été inventé par une personne merveilleuse qui s'appelle Julia Stern, qui est aussi une artiste, qui fait aussi du soin par la musique, etc. Et qui consiste à accueillir, en fait, à aider la personne à accoucher de ce qu'elle a en elle. C'est la maïeutique, en fait, la base de la maïeutique, c'est Socrate, en fait, qui a inventé cette façon de faire. Il était à l'Agora à Athènes, et puis en fait, il recevait les gens en one-to-one, face à face. Et en fait, toute sa pratique, c'était d'aider la personne à accoucher de ce qu'elle avait à dire. C'était quoi ses sujets, sa problématique, et puis éventuellement d'accoucher de quelques solutions. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la personne, Socrate, donnait le moins possible d'input, le moins possible de matière à cette autre personne. Parce que, évidemment, il ne la connaît pas, il ne connaît pas sa vie, il ne connaît pas ses problématiques. Et comment pourrait-il les deviner et comment pourrait-il encore plus trouver des solutions pour ces personnes
Donc moi, je commence ma pratique. Maintenant, je suis pas encore. J'ai fini la formation, mais je ne suis pas encore validé, donc je suis en train de pratiquer beaucoup. Et je vais ouvrir, je pense, un petit cabinet pour faire ça. Et donc, pour te répondre, moi, face à quelqu'un, quel qu'il soit, qui suis-je, moi? Pour comprendre qu'est-ce qui se trame dans cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a, je ne sais pas. Et je ne vais certainement pas manquer de respect à cette personne au point de lui dire qui elle est. Donc moi, la seule chose que je peux faire, c'est de faciliter l'accouchement de cette personne. Parce que j'ai appris un certain nombre de façons d'être, de posture vis-à-vis de la personne, donc de l'aider à juste comprendre, aller se rendre compte de qui elle est plus profondément et de trouver par elle-même les solutions. Donc moi, j'ai zéro conseil à donner, je me garderai bien de ça. En revanche, je ne peux qu'inviter les personnes en questionnement, c'est-à-dire à peu près tout le monde, à ne pas les laisser comme ça et à les fouiller. Et à les fouiller avec des personnes qui les accompagnent de façon vraiment respectueuse, qui ne vont pas dire qu'ils sont à leur place, qui ne vont pas décider de solutions, d'actions à leur place, mais avec qui ils vont pouvoir aller s'explorer, faire une exploration interne suffisamment profonde pour que les vraies choses sortent, les choses vraiment qui ont du sens pour les personnes. Très belle conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter peut-être sur tout ce qu'on vient de se dire ou... Bon. Oui, moi j'aimerais te remercier, Eve, et puis toute ton équipe d'organiser ce moment ensemble qui permet de transmettre une expérience parmi d'autres. Donc voilà, moi c'est mon expérience, prenez-le juste comme ça, c'est juste mon expérience à moi. Et puis voilà, si ça peut être utile, je serais ravi, c'est ça qui m'anime, c'est mon chemin. Et donc merci de m'aider et de me donner l'occasion de le faire. Merci beaucoup, F. Merci à toi d'avoir accepté, c'était un vrai plaisir. Merci Françoise. Coupé. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup, c'était trop bien.